En hiver, la nature retient son souffle. Tout semble endormi, figé, comme hors du temps. Mais sous nos pieds, sous terre, un mystérieux phénomène s'opère chaque hiver. Les chiroptères, nom barbare pour désigner les chauves-souris, se retirent tapis dans l'obscurité pour accomplir un mécanisme fascinant du monde vivant, l'hibernation. Au sortir de l'automne, la baisse des températures, accompagnée de l'absence d'insectes en hiver, incite nos chauves-souris insectivores à hiberner dans des gîtes aux températures constantes et à l'humidité élevée. Les chiroptères utilisent une large variété de gîtes d'hibernation, cavités souterraines, caves, grottes, mais aussi cavités arboricoles ou ouvrages d'art. Bref, un endroit bien tamponné au niveau thermique, saturé en humidité, sombre et calme. Nous entrons dans la cavité, sans geste brusque. Le silence règne en maître. Le monde extérieur et la notion du temps se perdent ici. Les chauves-souris sont là, perchées dans les recoins des salles de la cavité. Pour survivre à l'hiver, leur métabolisme ralentit et ont besoin d'importantes réserves de graisse. Pour les constituer, elles vont passer l'automne à engloutir des insectes et ainsi accumuler de la graisse brune, véritable carburant pour l'hiver. Cette graisse est stockée aux endroits le moins dérangeants pour le vol, dans le dos, au niveau du cou et des épaules. Elles peuvent prendre jusqu'à 30% de leur poids en quelques dizaines de jours. Un murin de Daubenton peut ainsi passer de 7 grammes à 12 ou 13. De profonds changements physiologiques s'opèrent alors. Leur rythme cardiaque baisse de 300 à 400 pulsations par minute à 10 à 80 et provoque un ralentissement de la respiration. Leur température corporelle diminue de 39 degrés à seulement quelques degrés au-dessus de zéro. Les chauves-souris entrent alors dans une période de léthargie profonde. Les différentes espèces se répartissent en cavités selon leur tolérance au froid. Une pipistrelle étant bien costaude et supporte des températures avoisinant 1 à 3 degrés, tandis qu'un petit rhinolophe est bien frileux en comparaison et hiberne en fond de cavité à 8 ou 9 degrés. Chez ce petit rhinolophe, dormir la tête en bas, c'est naturel et sans effort. L'anatomie de ses doigts
lui permet de verrouiller les tendons sans dépenser d'énergie. Mais cet équilibre est fragile. Les chauves-souris, à la fin de l'automne, les températures baissent et la population d'insectes diminue, donc elles n'ont plus de ressources pour s'alimenter. Donc là, elles se mettent en mode économie d'énergie et elles vont aller dans les cavités pour passer l'hiver. Et donc elles vont vivre sur leurs réserves de graisse pendant 4 à 5 mois. Et du coup, ça va être critique si on les réveille, donc soit par de la lumière ou par du bruit aussi, la chaleur aussi. Ça va être critique parce que du coup, ça va les réveiller. Elles vont pomper dans leur réserve de graisse. Et peut-être que si c'est une fois ou même plusieurs fois, à la fin, elles vont ne pas réussir à se réveiller au printemps car elles auront puisé dans toutes leurs réserves pendant l'hiver et elles vont mourir. Des hivers plus doux, conséquence du changement climatique, peuvent provoquer des réveils prématurés alors que les insectes ne sont pas encore assez nombreux pour nourrir les chauves-souris et rajoutent encore une menace supplémentaire à ces petites bêtes. Pour les chauves-souris en hibernation, ce qui va vraiment nuire aux chauves-souris, ça va être parfois ce qu'on appelle l'urbex, la visite des souterrains, des cavités, où du coup il y a la chaleur, des comportements pas adaptés qui vont réveiller les chauves-souris. Il y a aussi la spéléologie non encadrée qui peut parfois également nuire tout ce qui est fréquentation des sites d'hibernation. Protéger leurs gîtes hivernaux se révèle donc essentiel pour assurer le bon déroulement d'une phase critique de leur cycle de vie. Alors déjà, pour préserver les chauves-souris, il faut d'abord être capable de les recenser, savoir où est-ce qu'elles sont. Donc Picardie Nature a un gros volet d'études des chauves-souris et donc on réalise des atlas des mammifères et des chauves-souris et aussi de nombreuses prospections pour essayer de mieux connaître le territoire et les chauves-souris présentes sur ce territoire. Pour limiter au maximum les biais, on utilise toujours des protocoles qui sont assez standardisés. Dans le temps déjà, on essaie de faire toujours les cavités, la prospection des cavités à peu près aux mêmes dates. On essaie aussi d'être à peu près les mêmes personnes ou groupes de personnes pour les prospecter. Et sur la méthode, du coup, on va toujours mettre en place différentes choses. Déjà, on est toujours avec un public averti qui sait ce qu'il fait et qui respecte les chauves-souris. Donc on fait les prospections en journée à la lampe torche. On va aller prospecter dans toutes les petites fissures, dans l'entièreté de la cavité. On essaie d'être le plus exhaustif possible. Bien sûr, quand on voit une chauve-souris, le but, tout le long de la prospection, c'est d'être le plus calme, le plus respectueux du lieu et des chauves-souris possible. Donc on va parler doucement et on va essayer de ne pas les éclairer longtemps pour essayer de déranger le moins possible les chauves-souris. Effectivement, l'éthique, c'est essayer de limiter notre impact sur notre étude scientifique, nos recensements. Notre présence humaine dérange forcément les chauves-souris, c'est un fait. Mais on fait ces suivis pour améliorer les connaissances dans un but uniquement scientifique et pas à but pédagogique. On essaye de limiter notre éclairage, la puissance, le temps passé à l'identification des chauves-souris, mais également à notre tenue vestimentaire, pas une tenue en plastique qui fait beaucoup de bruit. Et aussi, on essaie de garder de la distance avec les chauves-souris. On l'identifie et tout de suite après, on le laisse tranquille pour qu'elle puisse rester endormie. Ensuite, grâce à cette connaissance, ça peut permettre à amener à des conventions signées avec des propriétaires pour des engagements pour la préservation de la biodiversité et en particulier des chauves-souris. Un exemple de ce qu'on fait, on va chercher à protéger les cavités en les fermant. Alors on les ferme pour qu'il n'y ait pas d'activité humaine
qui puisse embêter les chauves-souris. Mais par contre, les chauves-souris peuvent passer et on fait toujours attention pour que la petite faune puisse également avoir accès aux cavités. Après des mois de silence absolu, les chauves-souris reprennent leur envol lorsque le printemps revient. La température extérieure augmente, des insectes réapparaissent, les chiroptères quittent leur gîte d'hibernation pour chasser à nouveau, puis retrouveront leur colonie de parturition. Moi, ce que j'adore chez les chauves-souris, c'est leur capacité à s'adapter tout au long de l'année. Je trouve ça vraiment très impressionnant de les voir rentrer hiberner, de ralentir leur rythme cardiaque à presque un battement par minute, à diminuer leur température corporelle pour réussir à passer tout l'hiver. Donc je dirais leur résilience et leur adaptabilité. J'aime bien le fait qu'on fait beaucoup de découvertes et on apprend plein de choses sur ces espèces et on découvre plein de nouvelles choses presque tous les ans en Picardie. On trouve des premiers gîtes pour certaines espèces ou alors des nouveaux sites avec beaucoup de chauves-souris. On arrive toujours à améliorer les connaissances et c'est vraiment ça, moi personnellement, qui m'anime dans la façon des chauves-souris. Les chauves-souris sont discrètes mais essentielles. Un seul individu peut consommer des milliers de moustiques chaque nuit. Suspendues entre la vie et le froid, elles ralentissent leur cœur, leur souffle, leur corps, pour traverser une saison qu'elles ne peuvent pas fuir. Leur survie dépend aussi de nous. Apprenons à les connaître, cohabitons avec elles et soutenons ceux qui œuvrent pour leur préservation. La nature n'a pas besoin d'être dérangée, elle a besoin d'être préservée. Le sauvage ne mérite pas l'indifférence, alors émerveillons-nous sans cesse devant un tel spectacle du monde vivant.